Jacques Puiset nous a fait l'honneur et l'amitié d'être notre invité d'honneur pour ce Vinapogée. Donc je dirais qu'on finit en apothéose parce que je lui ai dit que sans lui, vraisemblablement, cet événement n'existerait pas, en ce sens que son combat pour décrire, expliquer la maturité du vin, évidemment, est un enseignement permanent pour nous. Alors, je lui ai juste fait, moi je vais lui laisser la parole, je lui ai juste fait la surprise, sans lui dire, de servir pendant sa conférence un vin. La vigneronne est là, Anne-Charlotte est là. Vous allez pouvoir déguster pendant cette conférence un Chinon, mon cher Jacques, le Clos du Chêne Vert 1998 de Charles Joguet, que Anne-Charlotte a eu la gentillesse de nous amener, de nous offrir, de déguster. Et voilà, et donc ça permettra certainement... Mais j'ai pas de verre, moi. Quel millésime 98. Oui, j'ai fait... Voilà, il ne le savait pas. Mais on sait à quel point il a été le défenseur, il est le défenseur de Chinon. Et donc ça n'aurait pas pu se faire autrement. Voilà, il a un verre, tout est réparé. Voilà. Alors, bien. Merci. Je suis d'abord très honoré d'avoir été invité comme membre d'honneur. C'est impressionnant tout ça, c'est touchant. Puis on retrouve des amis. Donc on est entre amis. Pour parler d'un sujet sur la porte, il y avait vive la maturité. La maturité, c'est l'âge adulte, donc c'est pas mal. Donc je vais essayer de vous dire à ma façon, on va aller sur les petits sentiers, vous savez, on va prendre des petits sentiers qui conduisent vers cette idée d'apogée des choses, de porter le vin à certains sommets. Ça, c'est facile. Alors, il y a tout de même avant d'entrer dans ce vif du sujet, il faut tout de même, il y a un petit préambule. Quand vous goûtez un vin, vous avez quatre mémoires. 4 temps. Hein, parce que le vin, c'est polysensoriel, etc. Donc vous avez tout d'abord la mémoire du climat. Tous les ans, le climat est différent et va marquer la matière. Donc il faut, quand vous goûtez le vin, vous dire, est-ce qu'il est né en tel millésime, est-ce qu'il pleuvait, est-ce qu'il faisait chaud, est-ce qu'ils ont pas en danger de bonheur, quand est-ce que la floraison s'est faite, pour vous faire une idée. Et là, c'est une image, on peut dire, qui est mobile. Ce qui est intéressant dans le monde du vin, c'est qu'il n'y a jamais 2 années identiques. Donc vous êtes déjà dans une unité. Vous avez une seconde image, c'est celle, évidemment, de la terre, du sol. Le vin sur des sols graveleux ne va pas s'exprimer de la même façon que sur des sols calcaires, ces sols argileux, il ne va pas s'exprimer de la même façon si c'est en pente au nord, au sud, etc. Donc, là encore, vous avez une image qui est fixe, mais il n'y a pas 2 terres identiques. C'est-à-dire on pourrait dire tous les millimètres carrés sur cette terre qui est ronde est unique. Donc on va faire des choses, des éléments qui sont définis. Vous avez une troisième mémoire au fond du verre, c'est celle de l'homme. C'est l'homme qui va choisir le ou les cépages, qui va choisir les façons de cultiver la vigne, de la protéger, de cueillir le raisin, etc. Mais toutes ces façons sont faites pour que le vin soit porté à la ressemblance de l'air et de la terre. C'est-à-dire que l'homme doit se mettre à genoux devant ces éléments. Il va s'effacer devant. C'est ça la notion de terroir. Et puis enfin, vous avez une 4e mémoire, c'est celle du temps, et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés là, c'est que le vin est un élément vivant et que le vin que vous goûtez aujourd'hui vous racontera une autre histoire demain, et encore une autre dans 10 ans, et que ce vin est évidemment dans cette dimension de ce qui qui vous éloigne toujours
d'un certain réel et qui vous fait avancer sans arrêt. Donc on peut dire que c'est le patron de l'évolutionnisme, comme vous retrouvez dans tous les produits fermentés, d'ailleurs le fromage, notre ami, que vous trouvez avec le pain, vous trouvez avec le saucisson, ce que vous voudrez. C'est on va dire, c'est un enfant du ferment qui rencontre bien cette dimension de l'évolutionnisme. Donc quand vous buvez un vin, vous buvez tout ça. Ce qui est intéressant également à rappeler, c'est que la valeur du vin, dans l'histoire d'un vin, d'un cru, etc., sa valeur est attachée à sa durée de vie en bouteille. C'est ce qui a fait la différence entre les vins ordinaires, qui ne peuvent pas vivre longtemps, et ceux qui sont une certaine, on va dire une race, compte tenu du milieu dans lequel la vigne est cultivée, et qui vont avoir une durée de vie de 50 ans, un siècle et parfois plus. Donc à la valeur d'un vin est attachée cette dimension de vie. Et vous allez, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, et cette vie, évidemment, va vous amener, vous aurez dans le vin, on peut dire la phase primaire, le caractère jaune. Vous buvez un vin, c'est jaune, etc. Ensuite, vous allez le voir adulte, et puis vous le verrez un peu plus grand, et puis vous le verrez peut-être encore plus grand, et peut-être sage un jour, etc. Donc, quand on boit un vin, on doit se dire, mais voilà, qu'est-ce que je bois? Est-ce que je bois un gamin? Ou est-ce que je bois un vin adulte? Ou si je bois un vin plus sage, un personnage âgé? D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais jeune énologue, je goûtais des vins âgés, et les gens qui étaient autour de moi me disaient « mais il est usé ». Et là, ça me faisait quelque chose. Je sais comment il est usé. Alors, j'avais 30 ans à l'époque. Alors, je me suis dit, je disais, oui, peut-être, je disais à tes yeux, mais il ne peut plus courir le 110 mètres haies, mais il a encore une très belle histoire à vous raconter. C'est ça, le vin. Le vin jaune est physique, le vin qui évolue devient subtil. La question est de savoir si, en goûtant, vous êtes attiré par la subtilité ou le physique. Ça, c'est votre domaine. Ça veut dire que, là, tout à l'heure, on va goûter, vous aurez des ressentis, et que chacun aura son propre ressenti. Personne ne peut goûter à votre place. Et vos ressentis vont être, évidemment, sont faits de vos acquis. Si vous n'avez jamais goûté de vin, on va dire sage, vous aurez du mal à les approcher. Donc c'est pour ça qu'il faut en goûter souvent, pour vous faire une banque de données sérieuse et savoureuse. Donc ça, ce sont les petites préambules, tranquilles. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Rien d'autre, non, ça va. Ça, c'était facile. Alors, j'ai essayé de prendre deux exemples, comme ça, que j'ai choisis, pour vous parler de mes rencontres avec des vins sages. Alors, il y en a c'est pas très ancien, c'est en 2019, donc c'est l'année dernière. Le hasard veut que j'ai la chance d'avoir, comme j'ai beaucoup d'amis vignerons, comme j'ai goûté des vins un peu de toutes parties du monde, comme j'ai une cave dans le tuffeau, où le vin, là encore, petit détail, le vin ne peut mûrir que dans une cave, pas dans un placard. Et une cave, c'est 10 degrés, pas de trépidation, pas de lumière, 100% d'humidité. 90 si vous voulez. Le vin vous dit, ne me fait pas... Quand vous avez goûté des vins, des fois qui sont un peu, on va dire, usés. Usés, il vous dit, puisque c'est le vin qui vous parle, il dit, tu sais, il m'a mis dans un placard, évidemment, j'ai un discours de placard. L'évolution du vin se fait dans des endroits précis, et je regrette souvent, je discutais dernièrement encore avec des architectes, que l'on nous fasse des maisons aujourd'hui sans cave,
sans grenier. Ça, c'était pour le vinaigre, enfin, c'est autre chose. Mais je veux dire que une société sans cave est une société qui est un peu mutilée. Ouais. Et puis il y a aussi un petit facteur à tenir compte quand on goûte ces vins, la couleur des nappes évidemment, les murs, on ne goûte pas ces vins n'importe où, n'importe comment. Et puis les verres. Il y a des vins qui aiment être dans des formes rondes, girondes, c'est-à-dire plutôt des climats continentaux, alors que les vins de climat septentrional sont plus attirés par des formes hautes. Je dis ça parce qu'il y a pas longtemps, 3 semaines, on m'a servi un cordon Charlemagne dans un 82 ou 3, enfin 82, dans un verre de ce forme-là. Le vin m'a dit « je ne suis pas à l'aise hein, ». C'est comme une femme qui est trop corsetée, ça ne marche pas. Donc là, ce sont des petits détails qu'il faut rappeler, hein, parce que boire du vin, c'est pas n'importe quoi. C'est un personnage, et c'est un personnage qui est très, très bavard. Alors, je vais vous raconter cette première histoire. Après, vous me poserez des questions, parce que c'est un sujet tellement vaste. J'avais donc ma main est allée dans la cave vers une bouteille. C'était un Beaujolais nouveau de 1985. Donc ce Beaujolais aurait dû être bu depuis très longtemps. Il avait 34 ans. Bon, il s'est retrouvé sur la table à 13 degrés, j'attache de l'importance aux températures, et je mangeais tout ça. Alors sa robe était légère, avec cette nuance ambrée rose. Et là, tout de suite, quand vous servez un vin, vous avez des éléments qui vont vous apporter, qui vont vous orienter vers l'âge du vin. Hein, vous avez la robe. Tout à l'heure, on a bien parlé de ces nuances ambrées, le rouge qui va vers le grenat. Hein. Mais quand vous buvez des vins rouges ou des vins blancs qui ont un siècle et plus, vous êtes dans l'ambre et vous n'êtes pas capable de dire qui est le rouge et qui est le blanc. Donc la véritable, j'appelle ça moi plutôt des lumières du vin, vont plutôt sur l'ambre. Et ça, c'est assez passionnant. Donc ce rouge était déjà ambré et juste rosé. C'est vrai qu'il n'avait pas une couleur. Alors vous avez aussi un deuxième facteur, quand on sert un vin, on ne doit pas faire de bruit, on se tait. Hein. Et au bruit de chute, vous pouvez reconnaître le millésime. Le vin est une solution pseudo-colloïdale. Hein, un vin d'un an, de 10 ans, de 20 ans ne fait pas le même bruit de chute dans le verre. Et il y avait un vigneron à Vouvray, Pignot, qui reconnaissait sur 40 années les millésimes. Ben, vous savez, quand il fait froid, vous ne savez pas quoi faire, vous entraînez. Hein. Donc là encore, quand on sert un vin, on se tait. Et on écoute le vin tomber dans le verre. Et là, vous allez vous dire, il est jeune ou il est encore adulte. Il commence à être sage. Et à ce moment-là, vous allez dire, il carillonne. Le vin va carillonner. Donc vous êtes déjà préparé à boire non pas n'importe quel vin, mais un personnage qui, dans son flacon, a essayé de mûrir. Car le vin ne vieillit pas, il mûrit. C'est ce qu'on appelle le mûrissement du vin en bouteille. Alors, il y a encore des petits détails avant d'aller dans les trucs. C'est que quand on met un vin dans une bouteille, il devient un, il n'y a pas de bouteille identique. Bon. Ça aussi, donc il ne faut pas être surpris quand on en ouvre une seconde. Évidemment, on a un peu changé entre la première et la seconde. Mais le vin n'est pas le même, donc il ne faut pas étonner de goûter des choses différentes. Et le vin, pour comprendre un peu cette évolution, j'allais dire cette œuvre que le vin fait sur lui-même, sur la matière, je prends toujours l'image d'un moine.
quand vous rencontrez un moine qui a 2 ans d'abbaye, il connaît des choses, mais enfin, il ne sait pas encore grand-chose. Quand vous le rencontrez 10 ans après, il est un peu plus érudit. Et puis 20 ans après, c'est encore plus, etc. Eh bien, le vin, c'est la même chose. Le vin est dans sa bouteille, et ce qui est impressionnant, c'est toute cette offre sur elle-même que la matière va faire pour vous offrir autre chose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez aller chercher la nature de la matière, l'invisible. Personne d'autre ne peut le faire. Et je dirais même que c'est votre devoir. Parce que si vous ne le faites pas, on boira que des vins jeunes. Et on ne connaîtra jamais la nature de la chose. Bon, j'en reviens à mon Beaujolais. Donc ce vin de 34 ans, robe légère, la note ambrée, le nez était très développé, avec des notes compotées, fruits rouges, tous ces trucs-là, ça c'est facile. Et puis ce caractère de la sagesse, que j'appelle moi sagesse, c'est-à-dire où les choses sont accomplies, rassemblées. Et puis on a des petits ventres de Garenne, et puis à côté pierreux, une certaine chaleur. Donc c'était un vin qui avait fait tout un boulot sur lui-même pour arriver à cela. Ça ne s'était pas fait tout seul, hein, sur lui-même. Il avait œuvré sur lui-même. En bouche, c'était plein, coulant, vif, mâche fine et une très belle écriture. Moi, j'aime bien écrire les vins. Une forte persistance, et là, ça a été dit tout à l'heure, la longueur. L'âge du vin donne de la longueur. Et quand il y a de la longueur à un vin, c'est intéressant, c'est comme un oiseau. Hein, on parle toujours de la queue d'un vin. Ben, un oiseau sans queue, ça ne vole pas loin. Et un vin sans queue, c'est pareil. Donc, le mûrissement du vin en bouteille a tendance à lui donner des plumes pour mieux voler. Et puis on a une idée à ce moment-là de minéralisation. Vous savez que je considère qu'un vin jaune on ne peut pas employer le terme minéral. On peut dire c'est pierreux, terreux, comme vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà dans ces vins qui ont un certain nombre d'années que la chair, enfin, le corps charnu, si vous voulez, s'atténue, mais que la minéralisation s'implique. Et c'est bien ça, une évolution de la matière. On perd de l'organique et on va sur le minéral. C'est impressionnant de voir ça au fond d'un verre. Ça vous est offert gratuitement. Alors, ensuite, le vin était charmant. J'étais très surpris. Et j'ai dû le mettre en scène parce que c'est important. Oui, alors j'avais une petite côte d'agneau grillée sur des cèpes de vigne, enfin, tout ça. Et je l'ai rapproché, parce que c'est ça, en fait. Le vin n'est pas un solitaire. Le vin est un personnage de société, il aime rencontrer le solide. L'humide n'existe que par le solide, et le solide n'existe que par l'humide. Donc, j'ai dit, tiens, avec cette côte d'agneau, très simple, et sur le gras, il a été heureux comme tout. Il m'a dit, tu sais, ça, c'est un bon mariage, je mets tout mon corps dans la chose, et ça me rend même un peu plus jeune. C'est intéressant. Puis j'avais une salade de laitue du jardin. Alors je l'ai mis sur le olive moi j'ai des vinaigres d'une trentaine d'années, donc quelques gouttes de vinaigre. Le vin a été heureux comme tout. Et sur le verre, il a eu un discours sans heurte, avec une idée de partage. Alors que sur le blanc de la laitue, hein, le vin il est devenu plus puissant. Il m'a dit, j'aime moins. Donc je sors mes muscles et je t'offre une petite note rancio, toute légère. C'est ça qui est admirable, qu'avec un seul acteur, il va vous donner des répliques différentes. Parce que là, on est dans le monde du théâtre, c'est ça. Le vin est un acteur et il va jouer. Donc ça, c'était une expérience
qui m'a beaucoup plu, mais ça ne s'est pas arrêté là. J'avais un camembert un sérieux, il y a encore 3 ou 4 producteurs, hein, donc j'ai un producteur sérieux. Un pain au levain blanc, parce que c'est intéressant. Alors, vous savez, j'adore rassembler les 3 ferments de la France, le pain, le vin et le fromage. Et ce vin a été heureux comme tout, ça s'est accordé. C'est-à-dire qu'on a envie de reprendre une bouchée de fromage, du pain, etc. Et était heureux. Et puis, j'avais un Sainte-Mort de cette semaine. Et là encore, le vin a été tout à fait à l'aise. Ce qui me donne une remarque. Autrefois, dans les menus, on servait les vins rouges avec les fromages. Depuis la guerre ou après la guerre, on s'est rendu compte que les vins rouges heurtaient les fromages et on a servi des vins blancs. On a simplement oublié d'indiquer quel était l'âge des vins. On servait des vins rouges, mais qui avaient 20 ou 30 ans. Et là, grâce à ces petits voyages, ces petits sentiers, je me rends compte que quand on a des vins rouges sages, hein, eh bien, ils adoptent pratiquement tous les fromages. Alors, mettez du vin dans votre cave, vous attendrez 30 ou 40 ans, ou ce sera vos descendants, c'est pas grave, mais au moins, ils penseront à vous. Hein, mais c'est des choses à faire. Parce que là encore, on a oublié de préciser. On a dit vin rouge, fromage. Mais quel vin rouge? Quel âge du vin? Donc tout ça, c'est bien. Ça vous donne une petite leçon de sagesse. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est que le vin était heureux parce que le vin nous a apporté sa sagesse, mais lui, on lui a apporté de la jeunesse. Et c'est pour ça que l'instant de table a été heureux. Voilà. Et est-ce que c'est l'apogée? Je ne sais pas. Mais c'est tout de même un certain sommet. Et qui est à la portée de tout le monde. Un Beaujolais nouveau. Hein? Faut une cave. Et de la patience. Alors, j'ai pris après un autre exemple. C'est un peu plus long. Je vais rester debout pour vous en parler. C'était une halte assez étonnante. Ça tombe bien, on parle de Charles Joguet. C'était lui qui m'avait, en 2011, dit « Tu retiendras le 6 décembre 2012, un an avant. » Bon, alors j'avais marqué, hein, mais je ne savais pas quoi. Et puis le jour dit, il vient et je l'emmène avec son épouse, mon épouse. Nous allons dans la région de Janières. Janières, vous connaissez, c'est une région de vin blanc sur les coteaux du Loir et le cépage, monocépage, le pinot blanc de la Loire ou chenin, selon tout. Donc on est arrivé dans ce lieu le 6 décembre, donc c'était pas encore l'hiver, mais pas loin. Et on s'est présenté devant la cave où nous avions rendez-vous, 18h, il faisait nuit, hein. Et c'était en pleine nature, comme dans ces pays de Loire, vous avez un trou, puis vous avez une cave dans le tuffeau, il y avait une grille, il y a des petites lumières, enfin tout ça c'était très silencieux, calme et un peu hors de temps. Le producteur est venu avec son épouse, Jean-Bernard, et ils nous ont rejoints, on nous a fait entrer dans la cave, ou plutôt dans un temple. Hein, quand vous entrez dans ces caves, c'est autre chose. Alors il y avait une longue rangée de barriques, des barriques de 400 litres, donc déjà une particularité pour cette exploitation. Et puis on s'était enfoncé dans le tuffeau par des galeries qui serpentaient, avec dans les murs couverts de flacons, car là encore, on n'avait pas l'argent autrefois, donc on creuse dans le tuffeau, des niches, et on met le vin à mûrir. Hein, et il est là, il est content. Ça se passe très bien. Et puis, il y avait un pilier majestueux, enfin tout ça était élégant, une idée de cathédrale romane. Enfin, c'était superbe. Et puis, on est avancé dans le tuffeau, tout cela,
Et on a appris que ce lieu, cette cave, appartenait à la même famille depuis 1550, qu'ils étaient propriétaires d'un clos et qu'ils ne vendaient pas leur vin. Ils le consommaient depuis 1550 entre eux et avec des amis. Donc c'est intéressant. Alors on a commencé évidemment à goûter les vins jaunes. Tout d'abord en 2010, il a aussi une particularité, il fait fermenter le vin 1 an et demi dans ces barriques de 400 litres. Donc on a goûté le 2010. C'était superbe. Et puis après le 2011, tout ça, ça nous mettait en bouche avec des vins qui sont comme tous ces vins de Loire avec ce pinot blanc. On a un ternaire toujours avec ses vifs, liquoreux et fermes. On est toujours dans cette trinité. On a un renvoi sur le côté pointu par la vivacité, la structure et puis la douceur. Et il y avait une chose amusante, c'est que ce personnage, j'en ai jamais vu servir le vin comme ça, il tenait la bouteille par le gulot et entre le pouce et l'index, il tenait le bouchon. Et il vous versait comme ça, comme si le vin sortait de son bras. C'était assez troublant. Alors tout ça, c'était facile. Et on a commencé ensuite à essayer de remonter le temps pour comprendre la terre et l'air de l'endroit. Et aussi le respect de l'homme pour cette matière. Alors on a goûté un 2003. Je ne vais pas tout vous raconter, mais la robe était évidemment soutenue, le nez des notes rappelant la réglisse, le miel. En bouche, toujours cette forme trinitaire, liquoreuse, vive et ferme, et un équilibre remarquable. Tout ça, c'est facile. Ensuite, nous sommes descendus au 1976. 1976 sont des millésimes que je connais bien, j'ai vinifié. C'était l'année sécheresse, mais vraiment sécheresse, ce n'était pas celle de cette année, ça n'avait rien à voir. Hein, et le nez était très ouvert, avec des notes de fruits confits, de giroflée. En bouche, le vin portait une pellicule, une vivacité, et sa mâche. Et on avait une préambiance de sagesse. Mais on en était encore loin. Le vin ronronnait, mais disons, on commençait à avoir une petite tranquillité, avec une puissance qui, tout de même, dominait encore l'amplitude du vin. Le troisième flacon goûté était un 47. 47, là encore, des années que je connais bien. La robe, à ce moment-là, devient ambre. Hein, on va bien vers la... Quand on vous sert le vin, vous voyez bien que ce n'est pas un vin de l'année. Hein, et si vous êtes habitué, vous pouvez vous tromper. 45, vous ne direz pas 45 parce qu'il y avait la gelée, donc il n'y avait pas de vin. Mais vous pouvez dire 49 ou autre chose. Donc 47, c'est facile. Et ce qui est important, c'est que le nez, à ce moment-là, vous avez une odeur qui rappelle la giroflée et vous avez tout de suite l'apparition de la note muscat. Pour un œnologue, un chimiste, j'ai toujours été impressionné de voir que dans les vins qui prennent de l'âge, sur ces bords de Loire, avec le pinot blanc, on a, au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans, la note muscat qui apparaît. Bon, en tant qu'analyste, j'ai analysé et j'ai retrouvé les notes de linalol, etc., alors que vous ne l'avez pas dans le vin jeune. C'est-à-dire qu'il faut attendre 50 ans pour que des caractères apparaissent. Et ça se fait tout seul, même pas à 0,2 water, hein, c'est gratuit. En bouche, la jeunesse est surprenante, tout est fondu, la vivacité, la mâche est tendre, et tout est majestueux. Enfin, tout ça, c'est
parfait, on va déjà à ce que j'ai appelé le monde des anges et de l'esprit. Donc vous êtes ailleurs. Et on commence déjà à avoir du mal à définir quelque chose. Et j'ai dit, on aimerait rester des heures, tellement le vin a nous confié de secrets. En effet, quand vous goûtez un vin, il y a des signaux qui arrivent à vous. Et si vous continuez à offrir de votre temps, vous allez voir qu'il en vient un autre. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est un homme là-bas, il ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc il va dire, c'est une odeur qui me rappelle l'abricot. Bon, c'est fait, après il peut passer à une autre odeur. C'est pour ça que goûter demande du temps, de votre temps. Donc comme on en avait, c'était parfait. Et là, tout se passait bien. Et on a continué. On est allé sur un 21. 21 aussi, c'est un millésime que je n'ai pas vinifié, puisque je n'étais pas né, mais je le connais bien. C'est un vin très équilibré, moins puissant que le 47, mais très équilibré. Alors la robe est ambrée, avec ce vieil or, et c'est ça qui est important, c'est de voir ces vins qui prennent de l'âge, cette robe de l'ambre. C'est extraordinaire, vivez ça, vous ne pouvez plus boire ça, vous êtes obligé de vous... Je me souviens, il y avait un couple ami, des médecins, et il y avait le petit garçon, et là, quand on a commencé la dégustation de ce genre, c'est pas celle-ci, la maman dit, le vigneron donne un verre à l'enfant avec 2 gouttes. La maman repousse, non, pas question. Quand on est arrivé au 4e ou 5e vin qui était ambré comme ça, c'est la maman qui a pris le verre et qui a donné à l'enfant pour qu'il le goûte. Parce qu'il y avait quelque chose, comment dirais-je, qui sortait du commun. Et il fallait que l'enfant tout de même le rencontre. Alors ce 21 n'avait aucune ride. C'est impressionnant de voir cette jeunesse et la note muscat, toujours là, mais très patinée, et puis ce petit ronronnement dans ce type de vin de Loire, la légèreté dans la liqueur, et puis ces notes de safran et muscat. C'était une merveille qui nous surprend par cette force associée à la légèreté. Alors, tout est assemblé, j'ai écrit ça, comme si l'homme voulait que ce soit comme le bon Dieu, c'est-à-dire porté à la ressemblance par l'œuvre humaine et du temps, l'impalpable. En effet, c'est ça. Qu'est-ce que fait le vigneron? Il va porter la matière à la ressemblance de l'endroit où le cep se développe. Il ne fait pas du vin. Il porte la matière à cette ressemblance. Et quand vous goûtez le vin dans la vigne en tenant la terre dans la main, eh ben vous allez le saisir. Je pense que vous l'avez fait, ou si vous ne le faites pas, ben faites-le. Il y a encore des petites choses à faire. Vous serez impressionné de voir à quel point le toucher de la terre a une analogie avec celui du vin sur votre palais. Donc ça s'est bien passé. Et puis on est allé un peu plus loin, 1903. Alors là, on est dans la période pré-phylloxérique. Les odeurs de girofle muscat sont toujours là, c'est toujours le même. Le clos fait 2 hectares, c'est même pas un petit, c'est un beau clos. Tout est tendre, généreux. Et le vin prend son temps de nous offrir ses notes avec cette idée de rassis. C'est un mot qu'on n'utilise plus, on n'a plus le droit de le dire, je crois, le pain rassis, la viande rassis, on n'en achète plus, alors que c'est un mot superbe qui montre bien une évolution du naturel, qui veut dire que tout est posé, réfléchi, tout est en bouche, c'est somptueux, c'est insolent presque insolent. Et pour essayer de bien comprendre le terroir, on est allé ensuite en 1893.
encore des millésimes que je connais bien, j'en goûte de temps en temps. On va avoir toujours ces odeurs. Avec là, j'avais un peu de litchi, cette odeur de rose qui m'a rappelé un jour avoir flairé des confitures de rose à Erevan. Donc vous voyez, ça fait voyager. Et puis ce muscat, toujours présent, hein, cette note principale. Alors l'ensemble est jeune, léger, sage, tout est accompli, sans ride, le rendement est calme, régulier, et vraiment ça vous conduit vers ce que j'appelle l'esprit de la chose. Ce sont des leçons d'exigence, il faut vraiment prendre son temps. Il n'est pas question d'entendre quoi que ce soit qui devienne une pollution à l'endroit. Tout le monde se tait, tout le monde vit l'instant. Et comme on était bien parti, on a goûté à 1834. Je ne connaissais pas. Je connaissais jusqu'à 54, mais je ne connaissais pas 34. Alors là, on profite d'une fraîcheur inattendue. J'ai regardé le climat de 34, c'était un climat qui était pas exagéré, c'était pas un climat c'était très confortable, mais pas exagéré. En bouche, c'est puissant, alerte, lisse, fin, c'est joyeux. Et puis on a toujours ces notes qui rappellent la giroflée, le muscat, l'abricot. La mâche se fait un peu plus subtile. C'est ça, là, tout à l'heure, je vous ai dit, on passait du physique au subtil avec ces vins qui prennent de l'âge. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes ailleurs. Hein? Et c'était un vin qui se mangeait, qui se suçait, et j'ai eu envie à ce moment-là de le rapprocher d'un perdreau à pâte grise, un perdreau gris évidemment, pas un rouge qui est vulgaire, mais une chair de perdreau gris, mais ça sera pour une autre fois. J'ai pas pu faire. Mais voyez-vous, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous avez un vin comme ça, vous essayez de le marier. Car le vin adore ça. Hein? Et là, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il remplit bien son rôle social. C'est un personnage qui vit avec nous pour nous apprendre des choses. Et tout ça, c'était sympathique. Et on retrouvait bien aussi cette idée de langue d'oeil. On est en langue d'oeil, on n'est pas en langue d'oeil, cette langue d'oeil maritime, proche maritime. Et puis après, on a, si je ne vous ennuie pas, je peux continuer. On a continué par un vin avant 1800. Alors le millésime, on ne sait pas si c'est 83-84, mais 1800 c'est sûr. Alors je rappelle que quand on est dans ces flacons anciens, les bouteilles, ce sont des goulots étroits, comme le petit doigt. Et les bouchons sont courts, bouchons d'origine dans tous les cas. Les bouchons sont courts comme ça, ce qui me fait penser que les bouchons étaient taillés autrefois dans le sens de la plaque et non pas en travers. Et qu'on mettait la phase le côté extérieur du bouchon à l'extérieur et on gardait la phase lisse sur le bouchon. Alors, on était toujours dans l'ambre, mais une pureté dans la lumière du vin. La note muscatée était également pure, tout était d'une pureté, c'est assez fou. C'est fin, c'est puissant, on mâche. Le grain est fin, fermeté, c'est vivant, c'est gai. À aucun moment, on a eu une impression d'austérité ni de fatigue dans ce vin. Ça, c'est ce vin, c'est comme... Alors, est-ce qu'il est à son apogée? J'en sais rien. Hein? Et il semblerait qu'il pouvait nous dire, mais je ne vais pas encore vivre des années et des années, reviens me voir. Non, je crois que je vais le faire, hein? Mais... c'est très impressionnant, très très impressionnant. Et on est à ce moment-là dans une sculpture du temps sur la matière qui nous conduit évidemment vers ce qu'on peut dire l'intouchable, l'esprit. Mais comme nos amis savent vivre, ensuite on est passé à table.
pour voir si ces acteurs, pas tous, mais s'ils pouvaient, quel était qu'est-ce qu'ils nous apportaient à ces instants. Alors, il y a eu, Jean-Bernard avait préparé un foie gras, sérieux, foie gras, c'est l'époque, hein, 5 décembre, et il avait apporté un 49. Régime jeune, enfin jeune par rapport aux autres, hein, mais je peux vous dire que l'accord a été brillant. Alors, là encore, on a toujours notre nez muscaté, etc. La bouche s'est ouverte, c'était ample, tout renaît tranquillement, avec ces scènes, et qu'il y avait tellement d'harmonie et de douceur que j'ai appelé ça douceur du Loir, puisqu'on était au bord du Loir. En seconde partie, il y avait une Géline, dodue, comme ça doit, pas une sociale et démocrate, une vraie Géline, et elle avait comme page une purée avec des truffes, puisque c'était l'époque de commencer les truffes, donc le blanc et le noir, ça marche bien, et puis des coins braisés, c'est aussi l'époque. Alors notre vigneron, avec son épouse, il a épousé une japonaise, monsieur le professeur, charmante comme toutes les japonaises, et goûtant très très bien. Il a dit, je vais pas, pour ça, il a amené 3 vins. Alors il avait apporté un 34, un 62, là, un jaune, et un tout jeune, un 2002. Et à ce moment-là, vous vous amusez, hein, de voir comment ça se passe. Hein. Alors je ne veux pas vous... Moi je m'en suis à peu près bien... Si, je m'en suis très bien sorti. J'ai écrit qu'après des tâtonnements qui consistaient à goûter la volaille pour elle-même, la purée et le coin, de même je mis en scène mon bonheur, je rapprochais les 62 de la poularde. Alors quand je dis c'était les suprêmes. Hein. Ils s'aimaient, n'arrêtaient pas de se taquiner. Et puis il y avait un suivi tranquille avec la purée, bon, avec un délice évidemment entre le personnage de l'ombre, c'est-à-dire la truffe, et le moderne, la pomme de terre. Tout ça, ça s'est associé avec le 2002. Et j'ai terminé, j'avais encore du 34, j'ai terminé le 34 sur les coins. Ce sont des manies, quoi. Ça marche. Voyez-vous, je vous dis tout ça simplement pour vous dire comment on peut arriver à bien saisir cette évolution de la sagesse au travers du vin. Ça se fait tout seul, simplement, vous ne demandez rien, puis un jour on vous invite et vous y allez. Alors, il y a eu aussi les fromages, mais je passe, mais il y a un point intéressant sur le dessert. Un des membres avait fait des pommes au four, ça c'est tranquille, avec une tarte fructée caramélisée et pralinée, sur une pâte fine. Bon. Et le propriétaire avait eu idée de ça et il a apporté un 28. Alors 28, ça m'intéressait parce que j'avais à ce moment-là 1 an, je commençais à faire mes premiers pas, donc je goûtais 80, je ne sais plus combien après, et ça s'est très bien associé, tout ça c'était joyeux, il n'y avait pas de masque. Voyez-vous, quand vous êtes dans des situations comme ça, il n'y a pas de masque, tous les côtés futiles de l'existence s'en vont. Et à ce moment-là, vous vivez des instants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que de tels moments vous amènent à une justesse, c'est ni bien ni mal, hein, c'est une certaine justesse. C'est une sculpture du temps sur la matière, c'est sûr. Ça se fait à l'abri de toutes les distractions, toutes les futilités qui peuvent se présenter. Et ça nous permet de mieux comprendre cette évolution de la vie. Alors, 2 petites remarques encore.
Donc, quand vous goûtez un vin, il faut dire que vous le servez à 13 degrés ou 14 degrés, la minute d'après, il est à 1 degré de plus. Donc, vous goûtez autre chose. Donc, il ne faut pas être étonné que la deuxième gorgée vous apporte un autre discours, parce qu'elle est forcément différente. Puisque le sucré est plus sucré à chaud et l'acide est plus acide à froid, etc. L'astringence est plus astringente à froid qu'à chaud, etc. Donc tout ça, ça va. Et quand il y a une saveur qui s'efface, ça peut être une odeur qui apparaît. Donc on est vraiment dans ce monde du vivant, du vivant et de l'impossible. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Il ne faut pas être surpris de ne pas retrouver une odeur. Au contraire, si vous la retrouvez, c'est parce que vous n'avez pas été plus loin. Vous ne pouvez pas. Le vin, sur votre palais, il bouge toujours. Quand il est dans le verre, là, on nous a servi un vin. Maintenant, c'est plus le même. Hein? Et ça, il faut en avoir conscience. Le vin, c'est pas de la bière. On fabrique de la bière, on élabore du vin. Hein, c'est deux choses différentes. Alors ça, c'est une chose, je crois, qui est importante. Et puis, je reprendrai mon histoire du moine aussi, hein, de ce travail du vin sur lui-même, qu'il faut vraiment aider. Hein, et que quand il n'y a pas longtemps, j'étais chez un ami, il sort un magnum, alors c'était des vins jeunes, hein. Je le goûte, j'ai dit ça à 14, c'était 2014 en effet. Il avait acheté, autrefois on achetait des fûts, hein, dans ma famille on se fait des barriques, hein, bon. Maintenant ils achètent dans des trucs plus beaux, je ne sais plus quoi, de 40 litres ou 20 litres, donc il en avait acheté et il en avait mis la moitié en bouteille. Et ça c'est facile à faire. C'est ce qu'on faisait autrefois. Autrefois, on achetait une barrique de vin, on en buvait la moitié tous les jours en tirant, et puis l'autre moitié, avant ou après, on la mettait en bouteille et on en profitait plus tard. Donc, vous pouvez très bien le faire aujourd'hui, même modestement, même si vous en mettez que 6 bouteilles ou 10 bouteilles, et puis vous les ouvrez 10 ans, 15 ans après, et vous aurez une coquetterie. Et vous direz, tiens, ben, c'est pas le même. Hein, et vous pourrez vous poser la question, est-ce qu'il a mieux mûri que moi? Voilà. Donc c'est ces petites choses que j'avais envie de vous dire. Pour terminer, je crois qu'il y a une chose importante, c'est qu'en définitive, toutes ces subtilités du sens du vivant, du sens de l'évolution de la vie, de l'impalpable, eh bien, il n'y a que le cerveau humain qui peut le faire. Et si vous ne le faites pas, je crois qu'à ce moment-là, les choses essentielles de la vie disparaîtraient. Alors, continuez à écouter la sagesse et merci aux organisateurs qui nous permettent d'aborder ces sujets. Merci, voilà, c'est terminé.